Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit nomade, esprit provocateur, bien le bonsoir. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur cette plateforme vers laquelle convergent tous les agitateurs de la scène culturelle. Et ce soir, exceptionnellement, nous nous rapprocherons un peu plus des univers de ce personnage qui habite la mémoire collective depuis pratiquement une soixantaine d'années. Il a marqué le théâtre, il a marqué le cinéma, il a marqué la littérature, la philosophie, le soufisme. C'est un personnage, le sport également, un être multiple, donc pratiquement insaisissable. Hamoud Brahimi, ou Momo, le poète béni, est dans sa question tout au long de l'émission de ce soir, à travers entre autres vos questions et vos réactions sur cultureclub@entv.dz. Et pour la rencontre de ce soir, nous avons le plaisir, mais également l'immense honneur de recevoir pour la première fois sur notre plateau la fille de Momo, à savoir Douja Brahimi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le vol de nuit Lille-Alger pour atterrir sur notre plateau ce soir. Donc vous êtes la fondatrice de la compagnie Corps et Métaphore, dépositaire et héritière de l'héritage de Momo. Il faut également rappeler à la jeune génération que vous êtes psychogénéalogiste. Et puis le rapport au père, cet héritage lourd à porter aujourd'hui, parce que vous avez toujours été dans cette transmission. Eh bien, nous allons parler tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous, Douja Brahimi. Merci. On ne pouvait pas faire une émission sur le cinéma et ce personnage, vous le disiez, à l'instant insaisissable, sans recevoir Monsieur Cinéma. Il a marqué également à tout jamais. Il a traversé le siècle. Même si je vois d'ici son regard souriant. Monsieur Cinéma, encore une fois, Ahmed Bejaoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Ahmed Bejaoui, universitaire, auteur de plusieurs ouvrages entièrement consacrés au 7e art. On ne peut pas dissocier l'histoire de la cinématographie algérienne sans faire référence à Hamoud Brahimi, que vous avez reçu à plusieurs reprises. Absolument. Vous étiez sur ce même plateau il y a quelques mois pour nous parler de la restauration de ce pan de notre mémoire collective, à savoir donc Tahia Edidou de Mohamed Zinet. Momo a porté cet être charismatique, a porté cette œuvre cinématographique qui aujourd'hui traverse les frontières et porte la voix de l'Algérie aux quatre coins du monde. Merci beaucoup d'être avec nous, Ahmed Bejaoui. Nous parlerons entre autres d'une actualité sortie en 1961 qui a été décryptée, analysée par un autre curieux des questions culturelles et cinématographiques. Lui, c'est notre troisième invité, qui n'est autre que Amziane Farhani. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Amziane Farhani. Vous allez nous parler de cette histoire qui rejoint l'humain et le talent d'un homme, à savoir bien sûr Hamoud Brahimi. Pourquoi cette séquence en particulier? En quoi vous a-t-elle parlé? Qu'a-t-elle à nous dire aujourd'hui, cette actualité de 1961? Merci d'être avec nous. Dois-je rappeler l'une de votre grande production livresque, à savoir 50 ans d'histoire de la bande dessinée algérienne, et l'aventure continue. Merci d'être avec nous, Amziane Farhani. Puis nous écouterons le quatrième invité ce soir, qui a entre autres, dont le père a fréquenté la maison de Hamoud Brahimi depuis toujours. Douja Brahimi a insisté à ce qu'il soit avec nous ce soir. Lui, c'est Najib Stambouli. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Najib Stambouli. Vous êtes auteur, on va citer Ma piste aux étoiles. Vous dialoguez, en tout cas, vous restituez vos rencontres, vos interviews avec tous ceux qui ont marqué l'histoire de la culture algérienne, dont, bien sûr, Hamoud Brahimi. Vous avez, entre autres, produit et écrit Le Comédien, jusqu'à Le Fils à Maman. Je le rappelle encore une fois, chez Casbah Édition. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. En quoi le parcours, en quoi ce personnage vous a-t-il construit, voire même conditionné pour vous jeter dans ce monde extraordinaire de la culture? Eh bien, vous allez nous raconter tout ça. Merci d'accepter notre invitation encore une fois. Donc, Hamoud Brahimi, le poète béni, cultureclub@entv pour toutes vos questions et vos réactions. Bonsoir, Douja Brahimi. Alors, on a très souvent parlé de Momo le comédien, Momo le poète, rarement parlé de Momo le soufi, Momo le philosophe, le grand sportif, encore une fois, immortalisé dans un film sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas réellement enfermé Momo dans sa casbah et ainsi le folklorisé? Il a plus qu'été enfermé dans la casbah, il a même été enfermé dans ses tenues vestimentaires. Puisque on critiquait pas, mais on le mettait, pantalon traditionnel, le quffa. Je vais expliquer l'histoire du quffa parce qu'il n'avait pas quffa avant, il avait autre chose. Il avait autre chose à la main. Et finalement, c'était une manière à lui de marquer son identité algérienne. Parce que l'Algérien, c'est ça, sa tenue. Après, on peut s'habiller comme un occidental ou comme un Européen, mais cette tenue lui allait très bien. Et on l'a trop cliché là-dedans. On a oublié que c'était un gentleman, que c'était un homme très proche de la mode, qui nous a nous-mêmes
en tant que filles et garçons, appris à nous habiller, à accorder les couleurs, à nous asseoir, à parler, Il vous a un peu conditionné. Il nous a plus que conditionné, il nous a formaté. Ouais. Il nous a formaté. Et c'est jusqu'à maintenant, je ne peux rien faire sans me dire, est-ce que papa serait d'accord avec moi si je faisais ça ou si je faisais pas ça? Est-ce qu'il serait d'accord si je m'habillais comme ça ou si je m'habillais comme ça? Alors on parlait d'enfermement à l'instant, mais c'était également un provocateur, Momo, hein, à travers son approche, à travers ses discours, à travers ses analyses cinématographiques sur lesquelles nous reviendrons tout au long de l'émission aujourd'hui, et même à travers, je le rappelle encore une fois, ses tenues vestimentaires. Oui, oui. Provocateur, je dirais pas ça. Je ne vais pas aller jusque-là parce que c'est mon papa, mais il allait chercher, quand il était face à un film, il allait chercher derrière le film l'état d'esprit du réalisateur. En fait, quand il critiquait le film, il ne critiquait pas le film. Quand il disait quelque chose sur un film, il était dans l'analyse et la psychanalyse du réalisateur. Dans quel état d'esprit il était? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Et quand on regarde un film, on imagine l'état d'esprit du réalisateur ou du metteur en scène. Un film n'est pas fait comme ça. Il y a toute une histoire derrière un film. Il y a l'histoire du personnage qui est le réalisateur et les acteurs qui doivent être l'outil du réalisateur, qui doivent répondre à ce que le réalisateur veut. Et lui, souvent, il allait là, toucher du doigt là où il ne fallait pas toucher du doigt. Donc, je disais que vous êtes toujours Psychogénéalogiste. Voilà, j'y arriverai bien avant la fin de l'émission. Vous êtes aujourd'hui réellement dépositaire, héritière, aujourd'hui du parcours, des réalisations et des écrits de Himoud Brahimi. Je crois que j'ai tous les écrits. Tous les gens qui me disent « Moi, j'ai quelque chose de ton père que tu n'as pas », je les laisse parler. Ouais. Plus de 10 ans après sa disparition, est-ce qu'on peut réellement dire c'était un être incompris? On ne voulait pas le comprendre et on n'avait pas envie de le comprendre. On avait envie de le clicher, de le marginaliser. De l'enfermer dans une image. De le comprendre. En revanche, il avait des adeptes. Il avait beaucoup d'adeptes et ces adeptes continuent peut-être en secret ou dans leur coin, mais il avait des adeptes. Il avait beaucoup d'artistes qui venaient chez nous. Notre maison... C'était la maison des poètes. Et si j'ai appelé l'émission d'aujourd'hui le poète béni, ça n'est pas par hasard. Oui, Elle a été traversée par le parcours et l'imaginaire extraordinaire fécond de Jean Sénac, de Jamal Amrani, de tous ceux qui faisaient la culture des années 50, 60, 70 et 80. Exactement. On avait tous les écrivains de l'époque, on avait tous les cinéastes et réalisateurs. Ils venaient à la maison chercher des livres parce qu'on avait l'une des plus grandes bibliothèques d'Alger. Et ils venaient se nourrir chez nous et se nourrir avec papa. Et quelquefois, quand ils écrivaient, ils venaient voir papa. Avant de publier, ils venaient voir papa. « Himoud, regarde ce que j'ai écrit. » Himoud dit « Pourquoi j'ai écrit ça? Change, mets ce mot à la place de ce mot. Je sais ce que tu veux dire. » Mais il l'écoutait, il l'écoutait. Il était tellement multiple qu'on n'arrivait pas réellement à le saisir. C'est ce que je disais au sommaire de l'émission. Que retient-on aujourd'hui du parcours de vie d'un agitateur et d'un incompris? Un être humain sensible et fragile. Alors, ce n'est pas l'image qu'il donnait réellement, cette fragilité, cette blessure et cette fêlure. Ces fêlures l'ont toujours habité parce qu'il est né orphelin, parce qu'il a été élevé par des femmes, presque dans un harem, j'allais pratiquement dire. Il n'est pas né orphelin, il était orphelin à l'adolescence de sa maman. Ouais. Et bizarrement, il a épousé une femme orpheline de mère. Et le manque d'amour de la mère l'a tout le temps... il a toujours été en blessure du manque d'amour de la mère. Il a eu beaucoup de chance parce qu'il a eu une grand-mère qui l'a élevé et ses tantes et ses oncles. C'est les femmes qui l'ont... Ah, c'est les femmes qui l'ont porté. D'ailleurs, mon père, il disait toujours que les femmes, c'est les souveraines. Il les appelait les souveraines. Hein. Oui. Il avait un respect profond pour les femmes. Je ne sais pas aujourd'hui si tous les Algériens sont comme lui, mais mon père avait un respect profond pour les femmes et voulait avoir 8 filles. Il n'en a eu que 2. Il n'en a eu que 2. Oui. Et il voulait avoir que des filles. Et il a eu quand même 2 filles et 2 garçons. Et il est resté toujours écorché vif d'avoir perdu sa maman si tôt. Et c'est pour ça qu'il faisait de l'apnée. Moi, je l'ai analysé comme ça. Dialogue avec le silence. C'est-à-dire que l'apnée, tu reviens dans le ventre de ta mère. Et c'est comme ça qu'il a commencé à méditer. C'est comme ça qu'il a commencé à se remettre en question. Le monde fœtal. Exactement. Le retour au monde fœtal. Exactement.
Vous l'avez reçu à plusieurs reprises, Ahmed Bejaoui, hein, sur vos plateaux Téléciné Club, entre autres pour la promotion du film Tahia et Didou de Mohamed Zinat. Oui, le seul film de Mohamed Zinat. Je l'ai reçu 2 fois. Je l'ai reçu 2 fois là, pour l'émission Téléciné Club. La première fois, c'était pour la présentation du film de Zinat qui n'avait pas été distribué, Tahia Didou, tout à fait, par le circuit cinématographique, parce qu'il avait été produit en dehors du circuit cinématographique et qu'il a été victime d'ostracisme, finalement. Oui, exactement. D'ostracisme, complètement. Il a été fait à partir d'un documentaire de promotion de la ville d'Alger, et Zinat a réussi, avec Momo, à en faire un film de fiction extraordinaire. Et ensuite, donc, il a été produit contre le système, distribué hors du système et contre le système. Et donc c'était un film, mais je l'ai présenté immédiatement quand il a été fait. Je pense, le film a été fait en 71, 73, j'ai dû le présenter. Zinat n'était pas là, parce qu'il tournait, je crois, en France à l'époque, mais lui est venu... La vie devant soi. Voilà, La vie devant soi, exactement. C'était à l'époque où il tournait. Donc il ne pouvait pas être là. Et c'est Momo Himoud qui était venu défendre le film, et il était intarissable sur ce sujet. Il était... Ensuite... qu'est-ce que je dirais, l'amour au transi s'exprimait enfin. Pratiquement 50 ans après, je présente une copie restaurée. J'ai beaucoup insisté pour cette restauration de cette copie, parce que ça fait 20 ans qu'on parle de restauration, et là on a une copie restaurée de manière absolument prodigieuse, d'une qualité exceptionnelle. Je vais au Festival de Berlin qui veut absolument programmer le film, et je présente 3 fois ce film. Et là, je vois avec ces images comme elles étaient encore meilleures qu'à l'origine. Le son était encore meilleur qu'à l'origine. Quand on entendait parler, quand on entendait réciter et déclamer, oui, voilà, déclamer, parce que c'est le mot, et déclamer des poésies, Momo, on avait la chair de poule. Quand on entendait Hajj Lanqa chanter, mais le son a été complètement repris, et c'était un miracle. Et les gens, trois salles pleines, et la dernière projection à la Cinémathèque de Berlin, un public debout pendant 10 minutes à applaudir, une standing ovation de 10 minutes. C'était il y a seulement quelques semaines. Hein. Il y a quelques semaines, c'était en fin février, mais depuis j'ai reçu 15 demandes de participation à des festivals internationaux, et pas n'importe lesquels. Le MoMA, le musée d'art moderne de New York, la Cinémathèque de Bologne, qui est un modèle pour la restauration des films, au Brésil, en Allemagne, en Suisse. Incroyable. Tous ceux qui ont vu le film là-bas ont été tétanisés. Presque 50 ans après, comment vous présenteriez ce film aujourd'hui, cette pièce maîtresse du cinéma algérien, Tahia et Didou de Mohamed Zinat? Je dirais que le cinéma algérien, c'est comme une prémonitoire, parabole. Comme une hacera, et sur lequel il y a un petit diamant. Donc c'est le diamant sur la hacera. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ce film, c'est vraiment le diamant sur la hacera. Alors on parle de Momo encore et toujours, mais on parlait entre autres de cette pièce maîtresse gardienne de mémoire du 7e art algérien, c'est Tahia et Didou de Mohamed Zinat. Ça c'est la version non restaurée, je le rappelle, qui a été récupérée dans les archives de la télévision. Regardez ça pour la jeune génération, et on revient juste après avec les décrypteurs, des analystes des univers de Momo. Regardez. De Mohamed Zinat, à voir absolument, un film qui a été diffusé récemment par Canal Algérie. Faut-il également rappeler à la jeune génération, et pour vous, Douad Brahimi, Ahmed Bejaoui, mais également notre ami Méziane Farhani et Najib Stambouli, que c'était un intarissable, un critique qui était réellement craint par les plus grands réalisateurs qui sont passés par la Cinémathèque. Alors c'était un ami de la Cinémathèque depuis sa création. C'était un ami de la Cinémathèque. Moi, je l'ai connu à la Cinémathèque. Je ne suis jamais allé chez lui. Nous n'avions pas de relation personnelle en dehors du cinéma. Mais nous parlions cinéma. Nous ne parlions que de cela. C'était notre lieu de rencontre, notre aire de proximité. Et donc, il venait très souvent. À chaque fois qu'il y avait un réalisateur, et il y en avait souvent entre 1965 et 1970, il y en avait énormément, et ensuite il a continué évidemment dans les années 70, il est resté l'ami fidèle de la Cinémathèque. Il venait chaque fois qu'il y avait des cinéastes qui venaient présenter leurs films, et il les poussait dans leur dernier retranchement, parce qu'il était d'une exigence impitoyable, pour lui-même, pour les autres,
Et donc, il y avait des débats absolument passionnés, passionnants. Oui. Et je me souviens, bon, il y avait des extrêmes, il y avait des moments où il était dithyrambique. Il pouvait flatter un cinéaste de manière incroyable, mais il pouvait également le descendre, entre guillemets, en feu, de manière également impitoyable. Et je me souviens d'une anecdote, c'était Alain Tanner qui était venu présenter en 1967 ou 67. Son film La Salamandre, c'était son premier film. Les critiques avaient été très bonnes, mais c'était l'avant-première mondiale à Alger. Et ensuite, il allait à Cannes. C'était au mois de mai, juste après. Et donc, il a été très sévère, au point où Alain Tanner s'est mis à pleurer. Et ensuite, Alain Tanner l'a présenté à Cannes et il a eu le prix spécial du jury. C'était une révélation mondiale. Et là, Alain Tanner dit j'ai compris, maintenant, pour réussir, il faut d'abord passer à Alger, se faire massacrer, et ensuite on réussit. Mais il était également... Alors, je l'ai reçu une deuxième fois à Téléciné Club. Où il était très silencieux, vous me disiez. Pour un film de Elia Kazan. Ouais. Et il est resté silencieux. Je n'ai pas compris, je lui ai passé la parole, et il ne réagissait pas. Et donc, bon... Lequel? Je ne me souviens plus du film, je me demande si c'était pas Zapata ou bien un homme dans la foule. Non, c'était pas sur les quais. C'était pas sur les quais, je me souviens des gens qui étaient là. Ben, je me souviens pas très bien sur quel film il avait. Bref, il était resté silencieux. Peut-être... ah non, c'était sur un film adapté de Tennessee Williams. C'était un tramway no désir. Un tramway, voilà, où c'était son univers. Tennessee Williams, il est très proche de cet univers. Donc je l'ai invité parce que... Mais je sais pas. Bon, bref, juste après, moi j'écrivais dans le Moudjahid sous un pseudonyme, Reda Koussim. Et un jour, je reçois une lettre de 3 pages de Momo, une lettre dithyrambique qui me dit vous êtes la lumière du cinéma, de la critique, etc., etc. 3 pages pendant lesquelles il me flatte. Et à la fin, il dit c'est pas comme ce monsieur Bedjaoui qui est arrogant à la télévision. Il a bien fait la distinction des deux personnes. Et je pense que ça lui est resté en travers de la gorge ce passage à la télévision où il est resté muet, je sais pas, il a eu l'impression que je ne l'avais pas mis en valeur ou je sais pas quoi. Donc il a fait ça. On en connaît un bout, j'en connais un bout, je vous rassure, cultureglobe@entv.dz. Quand vous revoyez ces images de Djabrahimi, votre père, à travers ce film-là, ce film, vous avez, comment dire, vous avez presque vécu le processus d'écriture et de réalisation tout. chez vous à la Casbah avec Mohamed Zinette. Zinette et sa femme, comment elle s'appelait? Evelyne, non. Oh là là. Cécile ou Céline Lucie. Parfait. C'est sa femme. Et donc, il venait souvent à la maison. Ou bien nous, on allait à Baïnam. Il habitait Baïnam. Ça s'est écrit. Mais ça ne s'est pas écrit simplement. Avec mon père, c'est souvent ça gueule, ça crie, c'est pas comme ça, moi je verrai pas ça comme ça, ou comme si, ou had l'acteur Majib Houli, je veux plus celui-là, et on va faire prendre. C'est vraiment le film, il a été écrit difficilement. Dans la passion la plus totale. La passion la plus totale, et la femme Zinette, elle a été formidable, parce que c'est elle qui a cherché les lieux, qui a tout trouvé, elle s'est débrouillée pour rassembler tous les éléments possibles et inimaginables pour tourner ce film qui n'était pas désiré à l'époque. Oui, il le disait. Et ce film ne devait pas s'appeler Tahididou, il devait s'appeler Alger Insolite. C'est ça, Alger Insolite, exactement. Ouais. Commandé par le maire d'Alger. Oui. Et finalement, ils sont arrivés à bout de leur histoire. Et vous me disiez, pour la préparation de cette émission, au départ, j'ai eu du mal à pénétrer cet univers-là. Il m'a fallu beaucoup de distance pour réellement comprendre, décrypter et aimer ce film-là. Oui, parce que moi, je voyais ce film entre les acteurs qui rentraient, qui sortaient, les caméramans, jet le caméra, Makash caméra. À vous donner le vertige. On comprenait, moi je comprenais rien, j'étais petite. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, je me suis dit, c'est quoi ce film? Ça passe du coq à l'âne, ça veut rien dire. C'est bien le cas de le dire, c'est insolite. Ça passait vraiment du coq à l'âne. Mais avec le temps, j'ai compris. Il y a beaucoup de subliminal, d'image subliminale, pratiquement toutes les minutes. Ah oui. Et c'est toute l'histoire. Des idées cinématographiques sans arrêt. Et toute l'histoire de l'Algérie est écrite depuis 1962 jusqu'à peut-être en 2030 ou 2040. C'est la lecture. Et ils sont dans le film. Ouais.
Et ce film-là, c'est l'histoire de l'Algérie Absolument. depuis 1962. Non, Avec non, la jusqu'à collaboration peut-être- d'Issiham, bien sûr. Hein. Jusqu'à peut-être, je ne sais pas. Issiham qui... Non, mais vous Siakh oubliez, Ba. madame, les montages. Parce qu'il y a toutes les formes et toutes les techniques ont été utilisées. Tout. Il y a un moment où il y a des montages de gravures anciennes. Exact. Et où on passe, on est bien avant 62. Au contraire, il monte je veux dire, l'historicité de L'identité. l'Algérie sur le long terme. Même les panneaux où il y a des lumières avec plusieurs couleurs, ça remonte à des signes qui sont très anciens, Exact. qui sont certainement des réminiscences de l'Algérie lorsqu'il y avait une population animiste, c'est-à-dire le contact avec le cosmos. Il y a des choses c'est beau. sublimes, extraordinaires. Ces lumières, C'est moi je les ai que du interprétées à subliminal. Berlin en leur disant c'est vraiment des réminiscences de gens qui n'ont jamais voulu abandonner, comme le Houachem. Le Houachem, c'était des signes pour parler avec les ancêtres. Et là, il a retrouvé des choses très, très profondes et très anciennes qui font partie intégrante de la personnalité algérienne, Exactement. au-delà des périodes, au-delà des ères, etc. Mais il faut savoir que Tahia Dido a été commandité pour Alger Insolite pour faire un film de 20 minutes de commande après le PANAF. Il y avait tout le monde qui venait en Algérie. Après Un mec de 69. toutes les révolutions. Voilà. Et donc, il y avait un élan touristique et le maire d'Alger, je ne me souviens plus comment il s'appelait, a pensé qu'il fallait faire un film touristique pour promouvoir Alger. Et il a confié ce travail à Momo qui rêvait bien sûr de faire un film, mais qu'on avait écarté à Zinette, Zinette. qu'on avait écarté. Un lapsus révélateur. Hein. Oui. Et donc, oui, je vais y revenir. Je le reconnais. Et donc, il avait un lot de pellicules qui pouvait juste aller pour une demi-heure de film, et il avait de l'argent juste pour faire un... Il a rassemblé tous ses amis, tous ceux qui étaient avec lui à Tunis. Bruno Muel, Saad Khiyari, Ali Marroc, etc. Il y avait Ali Marroc aussi. Il y avait 7 directeurs photos. Et chacun amenait sa caméra de lui-même parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de pellicule. Ali Marroc disait bon, mais je prends un peu de pellicule Flora, Skibé, Wunji, ou je sais what. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ce film, il est un kaléidoscope de plein de choses. Tout à fait. Et il a agrégé et aggloméré tout ça. Et au milieu, comme disait l'autre, coulait une rivière. Et cette rivière, elle s'appelait Momo. Oui. L'unité du film, l'âme de ce film, c'est Momo. Ce film-là La est le portée, premier au milieu d'un cinéma rural, de gens qui se tournaient vers la campagne. C'est le premier qui est intégré dans la Méditerranée. C'est Momo et Dido, fils de la Méditerranée. Momo est assis dans la mer, il est dans la mer. molle. Alors que les autres regardaient toujours, c'est toujours des films d'Al-Bedouia. Houa, c'était un Algérois, un citadin, et il a fait un film qui regarde la mer, qui ne tourne pas le dos à la mer. Les autres ont tourné le dos à la mer. Et il y a Et une on tourne chose toujours malheureusement le dos à la mer, notre ami qui est Ahmed Dejaoui. importante, c'est la faute à Kabyle qu'il porte autour de sa taille. Exactement. Et il nous a toujours dit, n'oubliez pas mes enfants, vous êtes des berbères. Vous êtes des berbères. Et c'est le premier film où il y a quelques mots de berbères. Oui. On oublie ça, c'est une référence. l'histoire de la cinématographie. Dans l'histoire de la cinématographie algérienne, c'est le premier film dans lequel on a quelques mots en berbère lorsque le monsieur est dans la cabine téléphonique et il parle... Hein? Nedjid Stambouli. Non, je dis, Jaoui nous fait remarquer des choses qu'on ne voit pas à notre œil nu de profane. Ouais. On est presque dans une forme de relecture et des redécouvertes permanentes en revoyant ce film-là presque 50 ans après. Hein. Absolument, parce que Tahia Dido, il concentre dans le film tout Alger et tout Momo, hein, parce que tout Momo est lui-même tout Alger. Et effectivement, Douja avait dit que petite, elle avait lu, c'est un lapsus, elle avait lu le film et à son âge adulte, elle l'a revu sous gris parce qu'on voit ça. la même œuvre avec notre potentiel de connaissance, etc., avec une autre grille de lecture. Et mon lapsus vient du fait que dans ce désordre artistique dans lequel il a amené tous ses amis, Siakhem, Hadj, etc., tous ceux qui pouvaient être de loin ou de près ses amis, il les a associés à ce film. Momo était l'âme de ce film. Encore une fois, pour moi, je dis c'est un film de Momo et de Zinette, parce que c'est pas... Amazian Farhani. Non, ce que je voulais dire, pour moi, c'est vraiment
c'est un genre qui n'existe pas, mais quand j'essaie de qualifier ce film, je dis c'est un opéra cinématographique. C'est vrai. On a ce sentiment d'être dans un opéra avec des tas d'interprètes, des tas de... Une œuvre polyphonique. Comme nous le racontait sa fille maintenant, une œuvre vraiment polyphonique et qui s'est faite en se faisant. Je veux dire, on sent bien qu'il y a très peu d'écrits auparavant, que ça se faisait d'une manière quasiment en s'intégrant au mouvement et à la pulsation de la ville elle-même. Et il y a une chose qui m'a intéressé, parce que j'ai écrit récemment pour parler de la rénovation, de la restauration du film, et donc j'ai été amené à y réfléchir à nouveau, et je me suis posé une question tout à fait juridique. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien consulter un avocat pour lui demander est-ce que la ville d'Alger aurait pu poursuivre Zinette et Momo pour non-respect d'un cahier des charges, puisqu'il s'agissait de faire un film de promotion touristique, et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et quand on revoit le film, c'est vrai qu'ils ont pris toutes les libertés, toutes les fantaisies, ils sont allés dans toutes les transgressions même. Mais en fait, c'est un super film de promotion. D'ailleurs, la première scène, comment elle commence? Elle est à l'aéroport, on a une charmante douanière qui accueille un étranger et qui lui dit, je veux dire, ils ont répondu au cahier des charges. C'est une réponse absolument fidèle au cahier des charges. Voilà. Et le maire d'Alger, qui était un très brave type, je suis désolé de ne pas me souvenir son nom, il a accueilli Zinette parce qu'il savait que Zinette était rejetée et il lui a tout permis et il a accompagné ce film jusqu'au bout, Et vous savez que le film, on l'a retrouvé, on pensait que le négatif était perdu. Et il a été retrouvé il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu une mission de l'Union européenne qui est venue pour voir le stock de la Cinémathèque, et on l'a retrouvé par hasard, le négatif même, dans les caves de la mairie d'Alger. Tout simplement parce que la mairie d'Alger n'étant pas productrice avec les traditions, les laboratoires demandent toujours aux producteurs, est-ce que vous voulez récupérer le négatif? Eux ont dit oui, alors que les autres disaient non, ils sont restés à l'étranger. Et ils l'ont mis dans la cave. Mais dans le noir, et c'est resté, et c'est à partir de cette trouvaille qu'on a pu numériser le film. Le hasard fait bien les choses parfois. Et le restaurer. Tout à fait par hasard, et le film a été conservé. C'est le rêve que j'ai fait. Le rêve. I have a dream, vous avez fait... Non, j'ai fait... avant de venir, j'ai rêvé de papa qui venait me voir. Il me dit là, je ne suis pas mort, je me suis juste caché. Voilà, un rêve prémonitoire. Il était caché dans les caves. Voilà. Parce qu'un film, c'est vrai qu'un film revit lorsqu'on le voit, lorsqu'on le sort de la boîte. Je viens de comprendre maintenant. Oui. Et donc il renaît. Et alors il y a une chose qu'une spectatrice de C'est presque un décryptage psychanalytique ce soir sur l'œuvre de Himoud Brahimi. Vous l'aurez certainement remarqué, Ahmed Bejaoui. À Berlin, une dame me dit, vous savez, je suis frappé par la modernité, l'actualité de la musique de ce film. La bande sonore était une chose extraordinaire. Je ne peux pas imaginer un film plus moderne que ça. Et dans ce pays, le pays de Beethoven et de Stockhausen, quand on vous dit que la musique est avant-gardiste, 50 ans après, c'est quand même un hommage extraordinaire. Tout à fait, exactement ça. J'aimerais parler rapidement bien sûr. d'un personnage qui est dans ce film, et qui est Georges Arnaud. Ah oui. Et qui est aussi un des amis qui a été un ami de l'Algérie aussi, qui a soutenu, et un grand écrivain, c'est lui qui est l'auteur du Salaire de la peur. Fameux. Et qui, je veux dire, c'est pas rien. Toute l'équipe qu'il y avait là était... Il était le conseiller de Mohamed Rezzouk, directeur général de la télévision, de la RTA. Et c'est lui qui a conseillé à Rezzouk de m'appeler pour faire l'émission Téléciné Club. J'ai commencé grâce à Arnaud. Pardon, mais ce n'est que récemment où j'ai su que Georges Arnaud était le personnage qui vendait des livres à côté de la fac, dans une grande valise. À l'époque, je ne savais pas du tout. On arrivait à l'université d'Alger, on voyait ce personnage apparemment pied noir ou quelque chose comme ça. Et ce n'est que récemment, oui, j'ai su. C'était en même temps une façon provocatrice de marquer son existence.
par le seul rapport qu'il a à la vie par les livres. Exactement. Alors, Momo, je le rappelle encore une fois, le poète béni, vos questions, vos réactions et vos remarques sur cultureclub@20tv.dz. Rebonsoir Amazienne Farhani. Je le disais au début de l'émission, vous avez décrypté, vous êtes revenu, vous avez revu à plusieurs reprises cette actualité de 1961 qui met en scène un être, vous le disiez dans votre article, charismatique, presque irréel. Hein. Momo, pourquoi revenir sur cette actualité en particulier pour aujourd'hui restituer cette mémoire cinématographique à travers un article que vous avez commis il y a quelques semaines? Quelques mois. Déjà. Quelques mois, pardon. Quelques mois. C'est fin 2017. 17 exactement. En novembre 2017. Bon, on est tous curieux des actualités qui concernent le pays, je veux dire même y compris celles qui sont archivées. Donc celle-là, elle est quand même assez spéciale. On est dans une archive d'actualité en 61, dans une situation très difficile en Algérie, puisqu'on est juste avant l'indépendance et au moment où il y a un paroxysme de violence qui se déclenche en Tunisie, avec notamment l'OAS. Oui, et on voit une actualité qui appartient d'ailleurs à l'Institut national d'audiovisuel français et qui circule sur Internet. On voit une libraire française sur le haut de la rue Didouche Mourad. Au 90. 90, qui est interviewée par un journaliste qui lui demande ce qu'elle pense de la situation. Et évidemment, elle fait part de ses peurs, de ses angoisses, de toute la propagande. Il faut remettre les choses dans leur contexte, désolé de vous interrompre, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Bizerte en 1961. Mais aussi ce qui commence... Tout à fait, on sentait déjà les prémices. En Algérie, parce que quand même, son angoisse n'était pas trop à Bizerte, parce que la base de Bizerte, la base française, avait été attaquée par des nationalistes tunisiens et ça avait dégénéré en crise même internationale. Même le FLN avait proposé... Le FLN qui était... et le gouvernement provisoire de la République algérienne qui était en Tunisie, certains d'entre eux avaient même proposé une aide aux Tunisiens, donc ça risquait d'arriver à une déflagration encore plus grande que ce qui est déjà existé. Et donc on l'interviewe là-dessus, dans la librairie, et tout d'un coup, on voit apparaître, mais alors, c'est du théâtre. Hein. Ouais. Je veux dire, on voit apparaître Hamoud Brahimi, jeune, qui se met dans le champ de la caméra d'une manière, mais alors, extrêmement technique. Et on a l'impression qu'il a passé 10 ans de formation à l'Actor Studio. Bon, il était déjà comédien. Mais quand on étudie du point de vue technique comment il s'introduit dans le champ de la caméra, c'est exceptionnel. Et comment il prend la parole, et comment il la garde, et comment il arrive à défendre le point de vue de la population algérienne par rapport à cette dame qui au départ est complètement paniquée. Elle avait peur, oui, elle lui quittait l'Algérie et lui disait, mais vous avez peur des Arabes, vous avez peur, je suis musulman, je suis comédien, homme de théâtre. Est-ce que vous avez peur de moi? C'est exactement ça. Et c'est un document, je veux dire, c'est rare, sinon unique, que l'art entre dans l'actualité, je veux dire par effraction, et qu'il arrive comme ça à manipuler mais moi je pense que cette archive est encore d'actualité avec aujourd'hui la montée de l'extrême droite un petit peu partout dans le monde. Et quand on voit justement un acteur en 1961 comme Momo, porter un regard et surtout analyser la position des musulmans et des Arabes, entre parenthèses, elle est plus actuelle quand on la revoit aujourd'hui, hein, presque 60 ans après. La peur de l'arabe. Il y a des passages qui sont... Oui, effectivement, qui gardent une permanence, hélas. Ouais. Vous l'avez rencontré à 2 reprises, vous me disiez, pour la préparation de cette... Non, je l'ai rencontré à maintes reprises. Mais il y a 2 rencontres qui vous ont marqué. Mais il y en a 2 où j'ai dîné avec lui et Ahmed Agoumi, notamment, une longue soirée. Et c'est là où j'ai pu
échanger avec lui. Mais sinon, comme j'ai fréquenté la cinémathèque très jeune, j'étais lycéen. Un féru de cinéma. Donc, c'est là que j'ai découvert Momo. Et à l'époque, les débats, ils duraient très longtemps. Des fois, on sortait à 3 heures. Le dernier film qui passait à 10 heures, on avait une séance à 10 heures. On sortait à 3 heures du matin. Minuit, ça se terminait. Ensuite, il y avait le débat. Il n'y avait aucune limite, donc les gens qui voulaient rester, c'est 3 heures du matin, oui. 3 heures du matin. Et les cafés aux alentours restaient ouverts. Le Milk Bar, le Novelty. Là, vous nous parlez d'un autre Alger. Parce qu'ils attendaient. On vous parle de 20 ans. Que les jeunes de 20 ans ne peuvent malheureusement pas connaître. C'était nos 20 ans. Petite parenthèse. Oui. Parce que dernièrement, je discutais avec des amis du problème de la cinémathèque qui a été retapée, où il y a une programmation qui est intéressante d'une manière globale. Mais les gens n'y vont pas. Et on m'a posé la question, non, soyons raisonnables. Disons que je leur ai dit, mais c'était un environnement. J'ai dit, si vous avez une cinémathèque dans une rue où les commerçants ferment à 17h30, et qu'il fait sombre, comment voulez-vous que les gens aient envie d'aller, sinon dans la journée ils bossent. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et quand il n'y avait pas Momo pour les débats, on était un peu frustrés. Parce qu'il apportait... On était frustrés parce qu'il apportait une touche... C'est un personnage. Lui est beaucoup trublion. Lui est beaucoup man. Même quand on est... Oui, c'est vrai. Même quand on n'était pas d'accord avec lui, on attendait qu'il intervienne. Non, sérieux, parce qu'il apportait un débat, une vie du PEPS, comme une profondeur aussi aujourd'hui, et il désarçonnait les... Je me rappelle, je crois que c'était Taverny, il lui a sorti une tirade du genre, parce que ça concernait la Révolution française. C'est ça. Et il lui dit... Monsieur, en 1789, vous avez fait la Révolution et vous avez raté le coche, puisqu'il y a eu la Restauration. Non, puisqu'il y a eu la terreur avec Robespierre et la Restauration. En 1848, vous avez raté le coche avec la Révolution de trucs. Guélo, et en 1871, avec la Commune, vous avez encore raté le coche. Il lui a dit, eh ben, votre film, il a raté aussi le coche. C'était ça, Momo. Une tirade. Non, et en même temps, ce que j'adorais chez lui, c'est cette richesse culturelle. C'est-à-dire qu'il avait... Que la fête commence, non C'était le film que la fête commence, sur la Révolution, l'époque de la Révolution. Et donc, il a... comment dire, il avait une culture universelle énorme et en même temps la culture populaire. Et pour moi, c'est une incarnation du mixte quasi parfait entre nos sources les plus profondes, qu'elles soient amazigh, comme disait sa fille, arabe, méditerranéenne et le terroir, quoi. Et la culture universelle. Il était imbattable sur les classiques. L'arabe dialectal. Ah, oui. La sublimation du texte, du mot, du verbe de l'arabe dialectal. Il a prouvé. Momo a prouvé que cette langue était capable d'être une langue scientifique. La derja, tout simplement. La derja, il a montré, il a prouvé des tas de choses. Il a sublimé cette langue. Une leçon dont on n'a jamais tiré les leçons. Ce qui est triste, c'est qu'avec son papa, Mahboub Stambouli, mon père ont interprété Shakespeare, Eh oui. Molière, Kulch بالدرجة. B'Darja. C'est ça. Ton papa, il écrivait et mon père, il interprétait. Comment on Les en appelle français, il interprétait B'Darja et ton père était féru en arabe littéraire. Il passait vers l'Arabie al-Muhaddaba. Muhaddaba, Ouais. c'est ça. Il passait des heures et des journées entières À ciseler les à mots. ciseler les Dans les pièces deux de langues, théâtre de Molière et de Shakespeare. Douja Brahimi, quand on préparait cette émission, elle me disait en ces termes-là, Nedjib Stambouli, hein, justement, a vécu justement dans la Casbah, a grandi avec nous. Donc vous avez côtoyé ce personnage.
Pardon, en réalité, moi-même, je n'ai pas vécu par la Casbah, mais j'ai été irrigué. En réalité, nous, on habitait Bouzarea, mais j'ai été irrigué par la culture Sbadji, par mon père. Généalogisé. Voilà. C'est le cas de le dire. Et mon père était l'ami intime et réciproquement, bien sûr. Il n'y a pas d'amitié intime à sens unique bien sûr. À Himoud Brahimi, qu'on appelait bien sûr Momo. Et il y avait Momo, c'est-à-dire c'était plutôt, on l'appelait Momo comme si c'était un bébé, c'était la version... Alors, c'est le Titi algérien. Momo, Momo, Zazou. c'était ses chéris qui l'ont appelé Momo. Il avait des femmes françaises qui étaient très amoureuses de lui. Oui. Comme il s'appelait Mohamed, on l'a appelé Momo. Voilà. Himoud, c'était sa nourrice. Sa maman n'avait pas de lait. Son vrai prénom. Non, Mohamed est son vrai prénom. Sa maman n'avait pas de lait. Moi, je porte le nom de la maman de mon papa. Et moi aussi, j'avais pas de lait. À mes enfants, je les ai nourris au biberon. Et l'histoire se recommence. C'est là la psychogénéalogie. Et donc, je porte le nom de sa maman. Et comme sa maman n'avait pas de lait pour le nourrir, ils lui ont fait venir une nourrice du sud algérien qui était Kahla. واسمها مباركة. مباركة. Et هي اللي كانت تعيط له حيمود يا حيمود. Et c'est resté depuis son enfance Himoud. C'est sa nourrice qui lui a donné ce prénom, ce surnom. Séance psychanalytique ce soir, vous l'aurez certainement remarqué. Juste donner une information rapidement complémentaire, c'est qu'en plus de la restauration de Tahia et Dido, nous avons retrouvé la copie, une copie positive, très belle copie, et même deux copies, une ici dans le stock de la Cinémathèque et une à la Cinémathèque de Lausanne, en Suisse, des plongeurs du désert dans lequel on voit Momo plonger en apnée sous les palmiers. Et donc maintenant, on va procéder à commencer à travailler sur la restauration de Tahar Hannesh, le premier film algérien de long métrage, entièrement fait par des Algériens. Et il avait été bloqué, disait Sénac, parce qu'il n'y avait que des indigènes qui l'avaient fait. Et il y avait Himoud Brahimi, il y avait Chanderli, il y avait Hannesh et il y avait Igor Mouchen pour la musique. Oui. Et donc, ils n'ont pas supporté qu'il n'y ait que des Algériens qui fassent ce film. Parce qu'il était fait pendant la colonie. Et bien maintenant, on va pouvoir tirer une copie, un contre-type et faire une restauration de la même manière de ce film. Et la copie de Blida. Cette copie de Blida, après, elle était censée être perdue. Et finalement, elle a été retrouvée dans le stock de la Cinémathèque qui est à la Bibliothèque nationale. Mais on a trouvé une plus belle copie encore à Lausanne. Super. Parce qu'on a demandé à toutes les cinémathèques du monde de nous dire s'ils avaient des copies de vieux films algériens. Et on a reçu des réponses. Mais il a entre autres joué dans le film documentaire sur Isabelle et Bérard. Oui, Damarji, exactement. Un film qui n'a pratiquement pas vu le jour, dans le sens il n'a pas été diffusé, il n'a pas été... Qui a été produit aussi en dehors du système, puisque c'est le Front de Libération Nationale. Il était fonctionnaire du FLN, Damarji, qui l'a produit. Et vous m'avez dit, Isabelle Bérard en a tué des réalisateurs, tous ceux qui l'ont approché. C'est un signe indien. Voilà, exactement. cultureclub@eatv.dz. Je voulais, par la même occasion, vous faire plaisir à Mézien Farhani en diffusant juste un autre passage de Himoud, de Tahia Dido, de Mohamed Zinat. Ce passage-là qui vous tient à cœur. Juste un petit, juste une petite séquence du film. Et on revient après pour tracer ensemble la dernière ligne droite de cet hommage que nous avons décidé de rendre ce soir, en ce mois du patrimoine, à Himoud Brahimi, ce poète béni. Regardez. Beaucoup de références, comment dire, l'approche théâtrale est là. Hein. C'est très théâtralisé, c'est très brechtien, quand on voit justement cette scène en particulier, où il réunit tous ces personnages. Il est passé par le Berliner Ensemble, il a été à Berlin et il a fait un passage au Berliner Ensemble. Il est marqué par Brecht, et il est marqué par comment il s'appelle, celui qui a fait Un tramway nommé Désir. Tennessee Williams. Tennessee Williams. Ces deux personnages. Donc il termine le film en rassemblant tous ces personnages. Comme pour dire avec la distanciation, comme dans une pièce de théâtre. Hein. Ce n'est qu'une histoire. Maintenant, je rassemble tous ces gens, on va tourner, et ce tramway qui va tourner, c'est le tramway nommé Désir. Et ensuite, il embrasse Momo, qui est Zinette, qui est censé être aveugle, et là, il signe le film.
C'est la signature. C'est la signature Tahia absolue. C'est ceux deux-là qui sont les pivots de ce film. Dans le film- Pour moi, pardon, Judas, Vas-y. allez-y. Non, Vas-y, dans vas-y. le film, Zinette est aveugle. Oui, c'est ça. Ouais. Mon père est mort aveugle. Ouais. Encore d'autres signes. Oui, oui, des signes. Oui, oui. Ouais. Pas tout à fait d'accord avec toi, ce qui m'arrive rarement. Non, mais c'est vrai. Pour moi, c'est pas tellement pour conclure. Au contraire, il inscrit ça dans l'histoire. On est ici dans une allégorie de l'histoire. On vient des ténèbres. Le bus, il apparaît comme ça, il Vers la sort du lumière. noir. Il y a de la lumière qui apparaît. Mais quand on repart, c'est encore sombre. On ne sait pas vers où. Là, c'est le il y a- discours sur l'avenir de l'Algérie, c'est clair. Ouais, ouais. Par contre, si vous permettez, on ne peut pas réduire aussi Momo à Tahia Didou. Non, bien sûr. C'est un Absolument forme de vrai, sa c'est vie, absolument vrai. Il faut pas non plus- c'est pas seulement ce film. Là, c'est un peu la suite de Ma piste aux étoiles que vous nous avez donné à lire. Il y a quelques années de cela, vous êtes allé rencontrer tous ces grands noms, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, dans la poésie, dans l'écriture. Et Momo, bien sûr, était un personnage... Oui, Momo, c'est un personnage central, j'allais dire, de la vie d'Alger. Il est très contrasté. Tout à l'heure, elle disait, la personne, bien sûr, la mieux placée pour parler de Momo, c'est sa fille, qu'il n'était pas provocateur. Il y a un versant provocateur en lui, qu'on palpait notamment à la Cinémathèque, où il était en même temps un personnage qui provoquait, qui avait même des aspects, pardon, presque misogynes. Hein. Les copines de la Cinémathèque, on en avait reçu. En même temps, le critique, qui était l'ami de Guy Henbel, de Jean-Louis Bory, de Toubiana, de toute l'équipe des cahiers du cinéma. Et ce personnage, bon, moi, bien sûr, ça a été une révélation dans ma vie, parce que j'en entendais parler par mon père et ma mère, et le jour où je l'ai vu, c'était Jésus-Christ incarné, hein, avec, Merci. Merci. avec Je sa reviens là-dessus chevelure. aussi. Il a un rapport, bien sûr, c'est mon père qui me disait, avec Jésus-Christ. On a Il est très Jésus. spirituel. Il est très spirituel et il appliquait à la lettre le fait que Sina Issa, c'est notre prophète. Nabi Issa. Voilà, Nabi Issa, c'était notre prophète. Un Et vrai il soufi. l'appliquait. Ouais. Oui. Et il y a l'autre versant. J'aimerais bien raconter une anecdote. Tu as le plongeur, bon, tout le monde sait qu'il a été champion du monde de la nage sous-marine. Apnée. Je crois que c'était En apnée. En apnée. oui, on appelait ça à l'époque, je crois, la nage sous-marine. Et et un jour, c'est mon père qui me raconte, bien sûr, moi je ne connais pas du tout, il a été du côté de la Madrague, comme c'est un personnage fantasque, plaisantin, très plaisantin, et il avait remarqué une vieille dame, une Française, qui s'asseyait tous les soirs sur sa chaise longue à la Madrague, et elle lisait la Bible. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il longe la jetée à l'époque en rocher, sur une centaine de mètres peut-être. Hein. Il vient vers elle, Hagda, en douce, bien Oui, sûr, en Khadjadeh. sous-marin. Comme un poisson. Oui, il sort Il devant émerge. elle. Devant elle, elle était seule, bien sûr, quand elle y était en chaque crépuscule. Il sort sa chaîne avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Il lui tend, il se signe. Bien sûr, en réalité, Jésus-Christ ne pouvait pas se signer, en réalité. Parce que c'est la raison de son supplice, la croix. Ouais. Il disparaît dans la mer. Il va sur un monticule, comme ça, en haut, et il la regarde. Et la pauvre vieille dame, le miracle, j'ai vu Jésus. Jésus est apparu. Voilà la preuve. Oui, il a- C'est une des innombrables histoires Facettes, mais surtout on parlait du poète, on a souvent parlé de l'acteur, du comédien, mais très rarement du soufi. Très rarement du Alors, soufi. il n'est pas devenu soufi comme ça. C'est un parcours, C'est tout un parcours. bien sûr. Il a étudié le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme, tout ce qui était à étudier spirituellement, cosmiquement, il l'a étudié. Il l'a pas simplement étudié, mais c'est qu'il a aussi fait des expériences sur lui-même. C'est-à-dire, ne parle pas, n'écoute pas, les trois singes. Il était capable de rester 3 semaines sans dire un mot.
Il était capable de méditer, de rester des mois sans écouter ce que tu dis. Il était capable de rester des heures et des journées et des mois sans voir ce qui se passe autour de lui. Il faisait une introspection à l'intérieur de lui. Il est allé même jusqu'à un jour, je me souviens, se faire une tonsure ici. À l'examen, la lumière, mais nous petits, on rigolait. Hein. Il a fait une tonsure comme les bouddhistes, parce que, et ça je l'ai appris moi par la suite en travaillant avec les chakras, aussi le bouddhisme et tout ça, parce que je voulais comprendre mon père. Et si j'ai fait du cinéma, et si j'ai fait 4 années d'école de cinéma, c'est aussi un peu pour le toucher vous rapprocher du doigt, un peu plus. pour le toucher du doigt, pour comprendre. Et ben c'est vrai, il y a le coronal ici, et le coronal, il y a une énergie qui rentre, qui traverse la colonne vertébrale qu'on appelle la Kundalini. C'est pour ça qu'on te dit Racha. Et c'est la fameuse Kundalini dont on parle. Donc il a fait toutes les expériences pour finir un bon musulman, un bon soufi, un excellent musulman. Mais l'islam, pour lui, ne s'arrête qu'au Coran. Le Coran, ça. Donc nous, on reste sur le Coran. Eh bien, tu viens de percer une énigme. Moi, je l'ai vu la première fois de ma vie silencieux. C'était bizarrement pendant le plateau du tournage d'Al Clandestin. Et j'avais vu que Momo, contrairement à ses habitudes, il était avec une djellaba blanche tout le temps. Il ne parlait à personne. Moi, je pensais tout simplement qu'il boudait. Non, c'est des qu'il boudait expériences. l'équipe. Il ne savait pas qu'il était dans sa phase de méditation, dans sa phase soufie. Et aussi, quand il avait cette racha, là, cette espèce de kundalini, il pouvait rester 15 minutes, 20 minutes par terre. Nous, il allait mourir. Et il venait, quand il revenait à lui, il recevait des messages d'en haut. Ça, vous voulez le croire ou pas? Il dit, ouais, les messages. Zahra, ma mère s'appelait Zahra. Mais quelles sont les facettes que vous aimeriez justement offrir aujourd'hui à la jeune génération à travers votre discours et votre présence ce soir sur notre plateau de Jabal Brahimi? Moi, je veux dire aux jeunes générations d'aujourd'hui de s'écouter eux-mêmes, d'essayer d'aller chercher la vérité par eux-mêmes, de ne pas rester, de ne pas avoir une pensée unique, une idée unique. Non, la jeune génération ne rêve que d'une chose, c'est partir, traverser les frontières. La frontière, elle est ici. Je sais. Non, mais... leur liberté, elle est en eux. Ouais. D'abord, il faut être libre en soi-même. Aller ailleurs et transporter son problème, ça ne fait que renvoyer le problème ailleurs. Le développer, c'est le déplacer. Quelqu'un qui a un problème ici, aujourd'hui, à Alger, qui va à Berlin ou à New York ou en Chine, il va déplacer son problème, c'est tout. Mais il va rien à faire. Qu'est-ce que vous retenez de Momo, Ahmed Bejaoui? Moi, je pense que c'est son charisme. C'était un personnage charismatique et je pense que c'est quelqu'un aussi qui a intégré l'ensemble des influences que l'être algérien, je ne parle pas de la société, l'être algérien a pu subir à travers des phases très éloignées de l'histoire. À tout ce qui a été dit, moi j'ajoute le manichéisme, parce que les Algériens ont été aussi manichéens. Et Mani avait essayé de rapprocher d'unifier les 3 religions du livre avec le bouddhisme. Et ça, il l'exprimait en lui. Donc il est l'expression de cette continuité, de cette irrigation à travers les âges de l'Algérien. Il est l'Algérien symbolisé, il est cette espèce de numide, berbère, il est l'héritier de tout cela. Voilà. Amaziane Farhani, un film à voir et à nous proposer ce soir sur Canal Algérie. Un film? Oui, là où on voit bien sûr Himoud Brahimi. Au-delà de Tahia et Lidou. Hein. Oui, il y a les plongeurs du désert, parce qu'il est peu connu, j'ai eu de la chance de le voir. Et c'est un film intéressant, où on le voit sous un autre aspect. Il est peut-être moins riche, bien sûr, mais il faut le remettre dans le contexte. Exactement. Sinon, moi, ce que j'ai à dire de lui, c'est que quand nous étions adolescents, donc je dis qu'on fréquentait lycéens la cinémathèque, et c'est là qu'il nous était apparu. On le voyait déjà, parce qu'il n'y avait pas tant de monde que ça à Alger, donc quand il passait,
déjà il détonnait avec Serouel Loubia, le beau gilet à petits boutons Hedek. Sarkofa, c'est légendaire. Et Sarkofa, d'ailleurs vous n'avez pas expliqué. Vous allez, oui. Il avait autre chose avant. Ce que je voulais dire, c'est que il faisait partie, comme dans toutes les villes, des personnages emblématiques de la ville. C'est des gens comme ça, des figures emblématiques. Et maintenant, je constate qu'on n'en a plus. On n'en a plus aujourd'hui. Il n'y a plus à Alger, mais à Constantine, à Oran, à Tizi, partout, il y avait des personnages emblématiques. Maintenant, je m'excuse de le dire à la télévision, mais la télévision a tout tué. Et donc, il n'y a tout plus... le virtuel a tué le réel. Et le virtuel. Et donc, il n'y a plus de personnages emblématiques dans la vie réelle. Ouais. Voilà, qu'on peut croiser, ou à qui on peut dire bonjour, ou qui peuvent servir de modèle pour les jeunes. Najib Stambouli, 50 ans après ou 60 ans après, quelle est l'image que vous gardez de ce personnage insaisissable? Celle d'un homme pour lequel le mot extraordinaire serait très très en deçà de la réalité, de ce qu'il a été. Un homme très très libre, qui s'assume. Bon, on ne voudrait pas qu'on le comprime dans le faille. Ça a été ma première question, hein, parce qu'on a voulu réellement l'enfermer dans sa casbah. Oui, oui, absolument. Et ainsi le folkloriser. Mais c'est d'abord un homme très très libre qui s'est assumé, qui s'est promené en pleine ville avec ses paroles, avec sa tenue, qui se foutait, si vous permettez l'expression, du candidatant. C'est un peu ça. Voilà, et qui a été jusqu'au bout de la logique d'assumer sa liberté intérieure, d'en parler. Sa liberté de penser. Parce que nous, il nous a élevés dans cette liberté. Et nous, il nous a acheté des vêtements qui venaient d'Angleterre ou de France, parce qu'on était très occidentalisés quand on allait à l'école. D'ailleurs, j'ai fait l'école avec ta sœur à Sainte-Geneviève. On a fait l'école des sœurs. Et donc, il fallait être occidentalisé. À l'époque, on était très occidentalisés. Et il y avait REF, les gens qui venaient de l'intérieur du pays, qui commençaient à se moquer de nous, qui étions des citadins. Alors, nous, on a commencé à se dire, moi, je n'ai pas envie qu'on se moque de moi. Je vais peut-être m'habiller comme elle. Et je ne mettais plus les vêtements que mon père me faisait venir d'étrangers. Il me dit, Benti, pourquoi tu... Baba, on me comment on me avec toi? Tu es bien dans tes vêtements, tu te sens bien? Oui, tu es libre d'être bien dans tes vêtements. Si elle n'est pas bien dans sa tête, si elle est bien dans ses vêtements, toi, tu ne ris pas d'elle. Eh bien, toi, tu restes comme tu es. Tu t'assumes et tu vas comme tu es. Elle a son histoire, mais toi, tu as la tienne. Et ton histoire, c'est la tienne, c'est pas la sienne. Et le verbe qu'il résume, c'est assumer et s'assumer. Et être libre. Et aussi, vivre et laisser vivre. Et la liberté, alors ce qu'il m'a appris, la liberté n'est pas l'anarchie, ma fille. Et c'est comme ça qu'on va finir l'émission de ce soir entièrement consacrée à Himoud Brahimi. L'Aqfa, très rapidement. Alors l'Aqfa, il m'a donné, il avait un sac en crocodile qu'il m'a donné. Et dans ce sac en crocodile, il s'habillait à la française. Il portait son sac en crocodile, ça faisait très distingué, très gentleman. Il mettait ses livres dedans. Et il lisait les livres dans les cafés, face Tontonville. Il m'a donné ce sac en crocodile qui est chez moi en France. Et en changeant le sac, il a pris le khfa, il s'habille en arabe. Ah, oui. Et voilà donc. Pluriel, je le disais au sommaire de l'émission, le poète béni, question-réaction, cultureclub@tv.dz, quelques ouvrages qui nous ont permis de préparer, de présenter l'émission de ce soir, celui de Ammar Belkhouja, l'identité suprême, encore une fois, préfacé par Mohamed Ben Barika, c'est à compte d'auteur. Ammar Belkhouja qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres ce soir. Amazian Farhani, vous voulez rajouter quelque chose? Il faut faire une émission spécial sur Ammar Belkhouja. Ah oui. Ben, je vous le promets. Parce que c'est un monsieur que je ne connais pas d'ailleurs. Ouais. Il ne m'a pas chargé de faire sa pub. Mais pour des raisons d'ordre privé, il ne pouvait pas être des nôtres ce soir. Ammar Belkhouja, toujours et encore Momo par l'image et par le mot. C'est aux éditions Alpha, ça je vous le conseille vivement. Momo pluriel, insaisissable, imprenable, incompréhensible également parfois à travers l'ouvrage, la magie des mots, des textes, des poèmes de Himoud Brahimi. C'est une évocation aux éditions Alpha. Et puis voici également Qui suis-je, Amour de lumière, une autre approche, un autre regard, voire même un autre discours du personnage qui était Himoud Brahimi. C'est aux éditions Rafar, toujours une présentation de Ammar Belkhouja.
Ahmad Belkhouja qui vous propose Momo le poète béni, à qui j'ai emprunté la thématique de ce soir, c'est de la poésie aux éditions Ebeliz avec l'étroite collaboration du ministère de la Culture. Dalil Sassi qui a réuni plusieurs amis qui ont approché Momo un jour ou l'autre à travers cet ouvrage. L'amour des mots préfacé bien sûr par notre ami Ahmed Bejaoui. Donc un hommage à Momo, c'était aux éditions Color 7. Mais cette fois-ci, je vous promets de l'inviter, on va certainement le réinviter, Najib Stambouli, pour son dernier roman paru lors de l'organisation du 22e Salon international du livre qui s'appelle Le fils à maman. Allez savoir de qui il s'agit, ou la voix du sens. Il faut le lire, mais je vous promets que vous serez là très bientôt, bien avant la fin de la saison. C'est aux éditions Casbah, ça je vous le conseille vivement. Voilà, ce fait un véritable plaisir de vous avoir sur notre plateau d'Oudja Brahimi. C'est nous qui... Enfin, moi j'ai le plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous honorer de par votre présence sur ce plateau, de faire ce vol de nuit. Lille, Alger, cet Alger qui vous habite, qui vous habitera. Alger, c'est ma mère. Voilà, exactement. Dès que ma mère est décédée, c'est Alger, ma maman. Merci beaucoup, Ahmed Bejaoui. À très bientôt. Merci de nous avoir gratifié de la présence de Doudja. Avec un énorme plaisir. Je suis honorée de vous Mziane Farhani, le grand curieux, perturbateur, agitateur.